Bonsoir à tout le monde, à tous et toutes. Merci d'être si nombreux ce soir. Merci beaucoup à la Flèche d'Or de nous permettre une nouvelle fois d'organiser un lancement de livre et une discussion ici. Merci à tous les trois, à nos intervenants, que je vais présenter dans 5 minutes, mais je vais prendre 5 minutes pour essayer de lancer un peu la soirée et d'expliquer un petit peu la façon dont on a pensé ce lancement un peu particulier de ce livre paru aux éditions La Dispute, Le Péril Bolloré de Marie Bénilde. Alors, ce livre qu'on vient de publier, pour expliquer un peu comment on en est venu là avec les éditions La Dispute et les éditions sociales, tout simplement, probablement comme certains d'entre vous, on était préoccupés du problème Bolloré depuis un moment. On l'était encore plus dans la dernière séquence politique, après le 7 octobre, après la dissolution de l'Assemblée. Et on a réagi avec mes collègues quand on a vu sortir l'appel des soulèvements de la terre et de la campagne des armées Bolloré. On s'est dit que nous aussi, comme éditeurs, on avait envie de participer à cette campagne et de participer comme on sait le faire, c'est-à-dire en publiant un livre. Et on voyait au moins 2 bonnes raisons de le faire. La première, évidemment, c'est une raison politique. C'est ce que je disais sur le rôle politique que jouent les médias Bolloré, que joue la bollosphère dans la séquence politique qui est la nôtre et qui nous préoccupe. La deuxième raison, c'est que comme éditeur indépendant de critique sociale, on est parfaitement conscient, pour l'expérimenter dans notre pratique, des effets absolument délétères de la concentration et même de la surconcentration des moyens de production culturelle, de biens culturels, de moyens d'information, des effets délétères de l'interpénétration des logiques capitalistes dans le monde de la culture et que du coup on avait envie de participer à refaire de cette question une question politique. D'ailleurs, c'est pas anodin que vous avez peut-être vu passer, mais parmi les premiers à avoir répondu à l'appel de cette campagne qui ensuite a été lancée, rejoint par plein d'organisations, et on va en parler ce soir, il y a tout un tas d'acteurs indépendants de la chaîne du livre qui ont répondu présent. Je pense notamment aux camarades libraires qui ont signé des tribunes, des appels et d'autres éditeurs aussi qui se sentent concernés par tout ça. Et donc, on avait envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Donc ça, c'était les 2 bonnes raisons. Et en même temps, on a tout de suite anticipé, quand on s'est dit qu'on avait envie de faire un livre sur Bolloré, on a tout de suite anticipé un risque qui nous semblait important, qui est que, ça vous a peut-être pas échappé, c'est devenu à la mode, c'est devenu de bon ton de détester Bolloré parce que Bolloré met en avant des idées d'extrême droite. C'est devenu de bon ton, non seulement à gauche, dans la gauche radicale à la limite, ok, dans la gauche de gouvernement, la gauche molle, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais y compris chez les macronistes. En fait, quasiment tout le monde, aujourd'hui, peut se dire « Ah ouais, Bolloré, c'est pas bien, etc. » Et donc, comme le dit notre autrice dans ce livre, il y avait un risque à ce que un livre sur Bolloré, ce soit un livre qui surfocalise le problème des médias, de la propriété privée des médias, simplement sur la question de Bolloré, et donc qui occulterait un problème plus structurel, qui est la façon dont est structuré le capitalisme médiatique, les moyens de production de l'information, et donc de taper sur Bolloré pour épargner en quelque sorte tous les autres, les Serge Dassault, les Bernard Arnault, les Rodolphe Saadé, les chouchous de Macron, etc. Donc bref, on s'est engagé sur ce terrain un petit peu comme quand on s'engage sur un terrain miné, et c'est pour ça que très rapidement on s'est dit que la bonne personne pour nous faire ce livre, c'était Marie Bénilde. Qui ne pouvait pas être avec nous malheureusement ce soir, mais qui est quelqu'un qu'on avait déjà lu puisque c'est une collaboratrice régulière du monde diplomatique, une collaboratrice aussi de l'association Acrimed, qui travaille sur la question des médias et qui appartient à ce qu'on appelle parfois le courant de la critique radicale des médias et qui nous paraissait la personne appropriée. Et donc c'est comme ça qu'est venu ce petit livre, Le Péril Bolloré, qui se présente comme un essai incisif, synthétique, qui retrace la montée en puissance de Bolloré,
Depuis son rachat de l'entreprise familiale de papeterie en Normandie, non pas du tout, en Bretagne, jusqu'à la constitution de son empire médiatique, en passant, et c'était un épisode important pour nous de rappeler toute la constitution de son empire logistique et portuaire en Afrique. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Et donc, un livre qui retrace tout ça, qui montre aussi les compromissions politiques et qu'est-ce qui a rendu possible la constitution d'un tel empire Bolloré. Montrant les compromissions politiques aussi bien de l'État français que des forces politiques de droite, mais là aussi de gauche, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et il me semble que finalement, la force de ce livre, c'est qu'il ne s'enferme pas, il part de la question Bolloré pour ne pas s'enfermer sur la question Bolloré, mais pour essayer de en faire un tremplin pour repolitiser la question des médias. Repolitiser la question des médias dans un double sens. D'abord pour faire apparaître derrière Bolloré les mécanismes structurels, c'est ce que je disais, du capitalisme médiatique, mais aussi pour essayer d'articuler cette critique des médias à une critique sociale, à une critique de la société dans laquelle on est. Et c'est pour ça, et j'en viens enfin à vous, merci d'avoir été patient, qu'on a fait le choix d'organiser ce lancement sous la forme d'une discussion politique. Et donc je vous présente dans l'ordre. Vital, tu es militant des soulèvements de la Terre Île-de-France. Tu fais partie de la campagne des armées Bolloré, dont tu vas nous parler ce soir, qui a joué un rôle important dans la genèse même de ce projet. Louis Boyard, qui est juste à côté de moi, tu es militant et député de la France Insoumise, du Val-de-Marne, si je ne dis pas de bêtises, mais tu as été aussi chroniqueur. Tu as été un peu dans l'œil, à l'intérieur, enfin en tout cas je veux dire tu as pratiqué comme d'autres à l'intérieur de tout ça. Ça t'a d'ailleurs valu une altercation dont à mon avis tout le monde se souvient avec Cyril Hanouna. T'es depuis une cible assez privilégiée de la bollosphère, et nous on l'a vu encore avec la dispute en organisant cet événement. On avait je sais pas combien de bots sur Twitter, on en parlait qui commentaient tout ça. Et Paul Morao, tu es journaliste indépendant, journaliste révolutionnaire même, tu es chef de rédac du journal Révolution Permanente et militant de cette même organisation. Et ensemble, tous les trois, et tous les quatre, on va tenter de saisir ce qui se joue autour de cet empire Bolloré. Quel rôle la bollosphère joue dans les transformations politiques de la dernière séquence? Qu'est-ce que tout ça, ça nous révèle du paysage médiatique français? Et surtout, parce que c'était aussi le thème de la soirée, comment faire face au péril Bolloré? Et comment est-ce qu'on s'organise dans la situation? Alors, Louis, première question, je commence avec toi si ça te va. Dans son livre, Marie Bénilde, elle écrit que Vincent Bolloré a fait entrer, je la cite, son empire médiatique dans une bataille culturelle au sens gramscien du terme. Son projet longtemps caché se dessine ainsi de plus en plus nettement. Pour elle, ce projet politique, c'est pas tant l'avènement du fascisme que ce qu'elle appelle la fusion de la droite néolibérale avec la droite conservatrice, la droite identitaire. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet politique de Bolloré, notamment sur le rôle que la bollosphère a joué dans la dernière séquence politique? Donc, je disais depuis le 7 octobre, c'est peut-être la date qu'il faut retenir, jusqu'à la dissolution de l'Assemblée, jusqu'à là, tous les discours va en guerre. Et donc, première question, quel a été son rôle? Et deuxième question qui est liée, est-ce que les médias bolloréens, pour toi, ils ont joué un rôle différent des autres médias? Enfin, comment est-ce que tu vois tout ça? Oui, là c'est bon, ça fonctionne. Alors pour commencer, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup parce que ça va être, je pense, un débat très intéressant. Je vous invite vraiment à lire le bouquin. Il est vraiment passionnant, on y apprend beaucoup de choses. Et je vous remercie à vous aussi pour votre présence. Je pense déjà, même si pour beaucoup de personnes dans cette salle, c'est une évidence, il faut bien comprendre que les Bolloré et tous les protagonistes dont on va parler, c'est des gens qui ont des noms, des visages, des adresses. On a parfois un peu tendance à les voir comme plus gros qu'ils ne sont réellement, pour les avoir vus de très près. Ce sont des gens assez normaux, plutôt pitoyables quand vous les fréquentez. Et ensuite, la deuxième chose que j'aimerais en dire, c'est que oui, Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui, et d'ailleurs il l'avait dit, à travers mes médias, je mène un combat civilisationnel. À l'Assemblée nationale, il avait démenti cette phrase, mais c'était le directeur de Challenge qui expliquait qu'il avait dit cette phrase. On n'a pas un plan détaillé
du plan de Vincent Bolloré. Par exemple, pour ce terrain avec Périclès, on a un plan détaillé. On n'a pas un plan détaillé de Vincent Bolloré. Mais pour le coup, on peut déjà observer quel est ce plan. Déjà, ça avait commencé par iTélé, par Canal, où il y avait eu des mouvements de grève, des mouvements de protestation, et la méthode qui avait été utilisée avait été une méthode de répression très brutale, en disant je ne vous écouterai pas et je vous emmène vers la porte. On aurait pu, c'était un milliardaire assez classique, quoi, un sale type, mais c'est après ensuite qu'on a véritablement commencé à voir le projet de Vincent Bolloré. Déjà, RIP les Guignols. Ce type est un sale type, mais particulièrement pour les Guignols. Moi, j'adorais cette émission. Mais surtout, là où il se distingue des autres politiques, c'est premièrement par son rapport au pluralisme et par les thèmes qu'il utilise. Premièrement, sur la question du pluralisme. Il n'y a pas de pluralité sur les médias de Vincent Bolloré. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il invite très peu la gauche. Et comment est-ce qu'il fait pour respecter les temps de l'Arcom ? C'est-à-dire qu'il diffuse des images de personnalités de gauche ou de gauche radicale. Il diffuse des images, des interventions. Et puis ensuite, une fois que ces images sont passées, c'est compté comme si on était intervenu. Et ensuite, vous avez des personnes qui nous démontent assez allègrement sans qu'on ait moyen de pouvoir répliquer. Et ensuite, il y a aussi qui est-ce qu'il invite sur ces émissions. Sur ces émissions, vous les connaissez. C'est des gens qui sont ouvertement racistes, ouvertement islamophobes, qui sont sexistes, qui sont anti-avortement. Enfin, faut se rappeler quand même, c'est quoi le dernier documentaire qui a été diffusé une fois qu'ils ont fermé ces vous voyez la provocation, sont des gens qui sont profondément anti-écolo. Non seulement le peu de fois où on en parle sur ces plateaux, ils nient le dérèglement climatique, mais surtout on n'en parle absolument pas. Et puis il y a aussi un autre sujet, c'est que Vincent Bolloré, c'est pas quelqu'un qui cherche à informer, c'est quelqu'un qui cherche à transformer les esprits. Je ne sais pas si vous avez lu le très bon livre de Chapoutot sur les irresponsables, sur l'accession des nazis dans les années 30. Et dans ce bouquin, il y a un passage qui m'a marqué, c'est un millionnaire qui s'appelait Hugenberg, qui était lui aussi un magnat des médias, qui a fini ministre de l'économie sous le Reich. Et lui, il expliquait, enfin un proche de lui, expliquait qu'ils ne croyaient pas en la démocratie et que pour eux, il n'y avait que la monarchie ou le fascisme, parce que pour eux, il n'y a pas de démocratie possible, parce que la démocratie n'existe que quand il y a du libre arbitre, que quand les gens peuvent avoir une conscience éclairée. Et ils disent, mais nous, on dirige les médias, on détient quasiment toute la presse quotidienne régionale, on détient tous les médias, et on peut utiliser une stratégie dans laquelle, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on va marteler des sujets, et on sait qu'on va tellement infuser sur l'opinion publique qu'à la fin, il n'y aurait pas des choix qui seront faits de manière libre et éclairée. C'est tellement révélateur de voir ce qui s'était passé il y a un siècle et de voir que c'est exactement ce qui est en train de se reproduire aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Vincent Bolloré. Il suffit d'allumer les chaînes télé, il y a 4 sujets, c'est immigration, islam, insécurité, guerre. Et c'est que ça. Et il martèle les esprits, il martèle les esprits, il martèle les esprits. Et preuve en est que ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne sur une partie de l'opinion publique, mais ça fonctionne sur la classe politique. On disait que c'était assez courtois de dire qu'on n'aimait pas Vincent Bolloré, y compris dans le centre. Mais il y a des députés macronistes que je vois à l'Assemblée nationale et je leur dis, est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de vous faire manger ? Que l'objectif de ce milliardaire, c'est d'essayer de vous pousser à une fusion à l'extrême droite sur la base du programme de l'extrême droite. Et ces gens, à chaque fois, se refusent d'en parler, de lutter. Ils sont complètement démunis devant la situation. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des journalistes et au milieu de toutes les discussions qu'on avait où je devais répondre aux 40 000 polémiques débiles du mois, à chaque fois, je leur disais, mais attendez, il y a quand même un sujet Vincent Bolloré. Et il y avait une impossibilité de discuter avec ces journalistes de Libération, du Figaro ou du Parisien. Il y avait une impossibilité de leur dire, il y a un éléphant dans la pièce de la politique et des médias, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est aussi quelqu'un qui pèse dans la politique de manière assez concrète. Déjà, premièrement, lors de la dernière élection présidentielle, où il a créé le personnage Zemmour. Mais c'est téléguidé quand vous prenez un peu de recul. Vous avez Zemmour qui était pendant 1 heure sur CNews, ensuite ils l'ont mis sur Europe 1, et donc il était là, il était juste censé être là. Et puis ensuite, étrangement, il se déclare candidat à l'élection présidentielle, et puis vous avez TPMP, CNews, qui font passer, qui font monter la candidature Zemmour, et honnêtement, on avait l'impression que c'était lui qui allait gagner la présidentielle si on allumait les chaînes télévision. Il a fait 7%. Éric Zemmour est un personnage créé de toutes pièces par Vincent Bolloré pour essayer de peser sur la politique. Et il y a un autre exemple qui est décrit dans le bouquin, c'est ce moment où vous avez la dissolution. Au moment où vous avez la dissolution, Vincent Bolloré, il se dit, ce qu'il faut absolument obtenir, c'est 1, l'union des droites, 2, empêcher la constitution d'un front républicain contre l'extrême droite. Et dans le bouquin, il est raconté qu'au moment où Ciotti
fait l'alliance avec le Rassemblement national, il a un déjeuner avec Vincent Bolloré dans lesquels ils écrivent plus ou moins cette stratégie. Et Éric Ciotti, au moment de cette élection, ça a quand même été un personnage... là, aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Il est petit, teigneux, pas très important en politique. Mais là, dans ce moment-là, il a été important. Parce que dans ce moment-là, c'est celui qui a dit « le parti traditionnel de la droite, il est capable d'une alliance avec le Rassemblement national. » Et vous écoutez Pascal Praud au moment où Ciotti fait ça, vous avez tous les médias de Bolloré qui chantent les louanges d'Éric Ciotti, qui se trouvent certes à devoir combattre les cadres comme Pécresse et compagnie, mais la base militante, elle est d'accord avec Éric Ciotti. C'était ça qui était raconté sur les médias de Vincent Bolloré. Et ensuite, vous en avez encore un autre exemple, c'est ce qui s'est passé après le 7 octobre. Où après le 7 octobre, vous avez eu une propagande, mais totalement ahurissante, pour nier le génocide des Palestiniens, pour nier, ou à chaque fois que par exemple vous parliez du nombre de morts, vous vous disiez mais attendez, c'est les chiffres du Hamas, il y avait une volonté de nier ce qui était en train de se passer en Palestine, mais il y avait surtout une volonté d'attaquer la France insoumise, et c'est aussi une stratégie délibérée de Vincent Bolloré, de dire critiquer Israël, c'est être antisémite. Critiquer Israël, c'est critiquer les Juifs. Ça, c'est la première partie de ce que répètent en boucle les médias de Vincent Bolloré. Mais il y a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est les déclarations de Le Pen et Bardella qui sont largement reprises par les médias de Bolloré. C'est le Rassemblement national et un bouclier pour les Juifs de France. Alors, outre l'histoire du Rassemblement national, ces gens, ils cherchent à interdire les signes religieux dans la rue. Et ces gens, ils sont contre la viande cachère. Jean-Marie Le Pen, un détail de l'histoire. Je veux dire, on en a un qui tenait une librairie négationniste parmi leurs députés. Puis c'est l'ADN du Rassemblement national, c'est l'ADN du Front national, l'antisémitisme. Mais dans la stratégie de Bolloré, il y a une volonté de cornériser la France insoumise sur ces sujets-là. Et ce que vous voyez, et je vais terminer sur ça, c'est que tout est extrêmement bien rodé. Parce qu'il n'y a pas que les médias. Vous avez tout un univers, et on parlera après de Progressive Média, mais je veux juste vous dire, au moment où il y a une volonté de faire sortir une actualité par Vincent Bolloré, c'est toujours le même phénomène. Je vais vous donner l'exemple d'un sondage qui était sorti sur, je crois, c'était 73% des Françaises et des Français sont pour l'interdiction du voile. Alors on voyait cette actualité partout, ok, intéressant. On regarde d'où est-ce que ça part. D'abord, vous avez un sondage de l'Institut de sondage CSA. L'Institut de sondage CSA appartient à Vincent Bolloré. Puis, une fois que vous avez ce sondage qui est sorti, ce sondage, il est repris par le JDD, racheté par Vincent Bolloré. Puis après, ensuite, il dit à CNews qui dit, alors là, vous avez l'Institut de sondage CSA, relayé par le JDD, qui nous donne cette information avec 73% de Françaises et de Français qui seraient contre le voile. Et puis ensuite, vous avez des intervenants qui font des déclarations. Et après, ensuite, vous avez plein de bots d'extrême droite sur Twitter, parce que ce sont des bots d'extrême droite. Vous avez plein de bots qui font monter cette actualité. Et après, ensuite, c'est là où il faut faire péter la digue. Et je vous invite vraiment à regarder l'interview qui a été faite de Prisca Thévenot, donc Prisca Thévenot, qui est une députée macroniste, qui était avec Gabriel Attal au voyage en Israël, qui, ma foi, a apparemment été un franc succès, puisqu'ils ont abandonné la trêve et ils ont repris le génocide. À ce moment-là, vous avez Prisca Thévenot qui rentre, et il y a un entretien entre elle et un journaliste de CNews, et cet entretien, c'est Prisca Thévenot menacée. Bon. Nous, on est menacés quotidiennement. Franchement, c'est le lot de tous les politiques. Je ne sais pas de menacer de quoi, de comment. Je ne souhaite pas qu'elle soit menacée. Mais bon, en tout cas, Prisca Thévenot menacée. Et là, du coup, il y a cet entretien entre Madame Thévenot et le journaliste. Et le journaliste, il dit, mais Madame Thévenot, il y a d'autres journaux qui vous ont parlé, qui ont parlé de ce que vous êtes en train de vivre. Et elle dit, bah non, pour être très très franc, vous êtes les seuls à m'avoir invité sur cette question. Et ils disent, merci de noter qu'il n'y a que CNews qui le fait. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer que la stratégie qui est mise en place dans la manière de gérer les médias, c'est pas seulement une idée de faire péter, péter des actualités pour essayer de faire en sorte que toutes les Françaises et tous les Français en entendent parler. C'est surtout une volonté de faire en sorte que derrière, BFM TV, Radio France, le service public, Le Monde, Libération, Le Figaro parlent des sujets qu'ils ont essayé de faire monter. Et c'est cette digue-là qui est la plus intéressante pour eux. Et c'est pour ça que les médias de Vincent Bolloré, non, c'est pas des médias comme les autres. Déjà, premièrement, parce qu'il y a un projet politique qui est assumé. C'est l'éléphant au milieu de la pièce. Deuxièmement, parce que ces gens font régner la terreur. Et je pèse mes mots quand je parle de terreur. Je vois les députés, comment ils sont terrifiés quand on parle de Vincent Bolloré. Je vois l'omerta chez les journalistes quand on parle de Vincent Bolloré. Et je vois surtout tout le système qui a été mis. Sondage, journal, chaîne télé, réseaux sociaux, volonté de faire sauter toutes les digues et les personnages médiatiques qui sont créés derrière. Donc non, c'est pas un média comme les autres parce qu'il a un projet politique. Et son projet politique, il vise à aspirer tout ce qui peut être un contre-pouvoir pour lui, toutes les oppositions politiques, tous les médias, et c'est en ce sens-là que, c'est un immense danger ce qui est en train de se passer avec Vincent Bolloré, et ça ressemble vraiment, vraiment, vraiment très très fort à ce que l'oligarchie avait fait en Allemagne dans les années 30. Alors,
Merci Louis, ça va faire la transition avec la question que je voulais te poser, Paul, en un sens, puisque donc, tu termines avec cette idée qu'il y a une différence de nature, entre guillemets, entre ce que font les médias Bolloré et ce que faisaient les médias avant Bolloré. La question que je voulais te poser, Paul, est la suivante. Dans son livre, Marie Bénilde écrit que le modèle Bolloré dans les médias, je la cite, révèle autant qu'il fait advenir l'avènement d'un journalisme de guerre culturelle en France. Elle replace y compris ce journalisme de guerre culturelle dans un mouvement international en montrant comment il y a des similitudes avec d'autres types de médias, notamment Fox News aux États-Unis. Et la question que je voudrais te poser, c'est si on compare les médias Bolloré avec ce qui pouvait exister avant. Par exemple, je sais pas, j'imagine que dans cette salle, beaucoup d'entre vous ont vu le documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde, qui était un documentaire qui, je crois, de mémoire, était sorti en 2011 ou 2012, et qui se moquait des liens entre la sphère politique et les journalistes, en montrant comment il y avait une forme de consensus qui s'établissait malgré la diversité des chaînes autour d'un consensus néolibéral, atlantiste, etc. En quoi est-ce que les médias Bolloré et le projet politique qu'ils portent et que Louis résumait diffère ou pas? Qu'est-ce que ça révèle des transformations du paysage médiatique et y compris politique de ces dernières années? Oui, oui, c'est vrai que il y a eu une transformation de la critique des médias. La critique des médias en France, bon, il y a toujours eu de la critique des médias dans les années 30, une critique communiste des médias, etc. Mais dans les années 90, il y a tout un phénomène autour de Acrimed, autour du monde diplomatique, du livre Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est à l'origine un livre qui est sorti en 97. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce qui était critiqué, c'était la façon dont les médias étaient, en gros, du côté du pouvoir, entièrement alignés avec lui, ce qu'ils appelaient un journalisme de consensus, un journalisme de révérence, un journalisme de marché. Donc c'était en gros les médias de l'extrême centre. On était dans les années 90, donc c'était vraiment la période où, en gros, grosso modo, le PS et la droite menaient la même politique, chacun à leur tour au pouvoir. Et donc il y a une phrase de l'époque de PPDA qui disait « Notre objectif en tant que journaliste, c'est de décrire la réalité comme si elle était lisse. C'est de présenter une image lisse du monde. » Donc il y avait cette idée, et puis ça allait de pair avec l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative, que c'était la fin de l'histoire, qu'il n'y avait plus de lutte sociale, plus de révolution, etc., que le monde allait se recouvrir de démocratie libérale, et que tout le monde allait gagner des droits, et tout le monde serait heureux, prospère, tous les pays deviendraient capitalistes, etc. Bon, effectivement, si on regarde ce que fait Bolloré, c'est pas vraiment un projet de donner une image lisse du monde, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt une image très, très, très dure, très, très brutale. Et j'ai l'impression que effectivement, ça correspond à une autre phase du capitalisme qui est tout simplement une étape de crise profonde du néolibéralisme dans laquelle on est rentré depuis 2008. Qui a une traduction économique, je veux dire en termes de croissance molle à l'échelle de l'ensemble de la planète, du krach financier de 2008 et des menaces régulières de crise économique, qui a une traduction politique en France avec l'effondrement du bipartisme, l'avènement d'un personnage comme Emmanuel Macron et une polarisation de plus en plus entre l'extrême droite et une gauche plus radicale que le Parti socialiste, notamment autour de la France insoumise en France, mais c'est des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres pays. Et d'une certaine manière, Bolloré, c'est un peu le journalisme adapté à cette période, c'est-à-dire c'est un journaliste qui assume de dégager totalement toute aspiration au consensus et qui assume de faire quelque chose qui se faisait déjà. Je veux dire, façonner l'opinion, influencer, se placer du côté du pouvoir, soutenir des politiques, c'est un des objets des médias capitalistes. Mais là, il le fait de façon extrêmement brutale, extrêmement dure, y compris interpellant le pouvoir et parfois se plaçant en contradiction avec lui, même si évidemment, vous voyez qu'il y a une tension contradictoire, parce qu'il y a une convergence évidente ces dernières années entre le macronisme et le lepénisme,
Mais le but de Bolloré, d'une certaine manière, c'est de montrer la voie. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Il faut aller plus dur sur le voile. Il faut appliquer des méthodes plus dures contre les ennemis intérieurs. Il faut dégager les wokistes. Il faut dégager les grévistes et leur piquer pendant la bataille des retraites. Il faut taper plus dur. Et évidemment, il trouve dans l'extrême centre un très bon client pour appliquer toute une partie de ce programme. Mais du coup, le fait que la critique des médias aujourd'hui, elle passe beaucoup par la figure de Bolloré, c'est intéressant parce que ça permet de repolitiser la question des médias, de s'interroger sur est-ce que c'est normal que, par exemple, un milliardaire ait la possibilité de racheter des chaînes, de leur imposer une ligne éditoriale et de faire de la politique à travers elle. Et en même temps, il y a un risque, c'était un peu ce que tu disais dans ta question, et c'est dit dans le livre, c'est que Bolloré soit l'arbre qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit Bolloré, c'est horrible, mais les autres médias, on peut encore discuter, ils sont encore démocratiques. Alors, pour rebondir sur ce que disait Louis, il ne s'agit pas de dire que Bolloré, c'est exactement la même chose que les médias de l'extrême centre, etc. Mais je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est de nature totalement différente. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que Bolloré, c'est quelqu'un qui assume totalement la fonction des médias capitalistes, qui a décidé de jeter le masque, qui dit « Allez, on va arrêter de faire semblant d'être objectif, on va faire des médias d'opinion. On va arrêter de faire semblant qu'on est là pour être des gardiens de la démocratie, nous qui investissons dans les médias. On investit dans les médias pour faire de la guerre civilisationnelle. » Donc il y a un petit peu ce truc-là. Et effectivement, le danger avec cette... quand l'arbre cache la forêt, c'est de penser que le reste des médias sont peut-être un petit peu mieux, quoi, de céder à une forme d'illusion du moindre mal qu'on a connue politiquement. Je veux dire, je pense que les gens qui ont voté Macron pour battre Le Pen et pour écarter le danger de l'extrême droite en 2017 puis en 2022 voient bien qu'il y a des limites à ce type de politique. Mais on a eu un exemple assez frappant, je trouve, de l'impasse un peu de cette logique récemment aux États-Unis. Vous aviez Elon Musk, ça faisait quelques mois qu'il faisait la campagne de Donald Trump, donc voilà, il y avait tout un plan pour boycotter ces plateformes, etc. Donc on va quitter Twitter et puis c'est pas grave, on ira tous sur Instagram. On s'est rendu compte très vite que dès lors que le pouvoir il avait changé de main, les milliardaires progressistes d'hier montraient qu'eux aussi étaient capables d'être réactionnaires. Et vous avez vu peut-être la politique qu'est en train de mener Mark Zuckerberg pour éliminer les politiques de diversité dans ces entreprises, pour déplacer les sièges de ces entreprises dans des États conservateurs, pour commencer à imprégner toute une ligne et toute une image viriliste, réactionnaire. En fait, ils s'alignent avec la politique du pouvoir. Et d'une certaine manière, voilà, tous les milliardaires ne sont pas Bolloré, mais il y a un peu de Bolloré dans tous les milliardaires, dès lors qu'ils considèrent que leurs intérêts sont menacés, qui considèrent qu'il faut taper du poing sur la table pour aller plus loin, qu'il faut commencer à se débarrasser de tous les principes, de toutes les valeurs, d'objectivité, etc., parce que ça les entrave dans leurs objectifs immédiats. Et c'est pas un hasard si c'est Bolloré qui... d'une certaine manière, ressent plus l'urgence. Bolloré, c'est quelqu'un qui a construit sa carrière sur la France-Afrique. C'est un des plus France-africains des milliardaires français. Il a vu un peu en live le déclin de l'impérialisme français. Il voit que le capitalisme français, il est en difficulté. Il est contesté dans son précaré par la Russie. Il y a des juntes militaires qui arrivent au pouvoir, qui dégagent la France, etc. Donc il y a un truc comme ça, un peu de sentiment d'être assiégé, de volonté de passer à la contre-offensive très très vite, d'attaquer les ennemis intérieurs, les ennemis extérieurs, et d'essayer de se cramponner d'une certaine manière à ce qui reste de puissance, et puis d'anticiper sur des choses que certains milliardaires commencent à entrevoir mais n'assument pas encore. C'est que peut-être que le meilleur successeur à Macron, ce serait Le Pen. En tout cas, ça permettrait de faire barrière à la gauche, ça permettrait d'agréger un secteur de l'électorat populaire que Marine Le Pen arrive quand même à drainer. Et puis si elle fait une alliance avec la droite, finalement, vous vous rappelez peut-être le projet que Bolloré avait expliqué, c'était dans Le Monde. C'est en gros, le RN s'occupera de l'immigration et la droite, Ciotti et les Républicains qui finiront par passer du côté de l'extrême droite s'occuperont de l'économie et on sera très contents. Donc voilà, moi ça me paraît très important, et je finis sur ça,
d'avoir ça en tête, c'est-à-dire à la fois le danger Bolloré, le danger de l'extrême droite, et en même temps céder à aucune illusion sur les milliardaires de gauche. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se positionner. Mathieu Pigasse, vous regardez sur Twitter, donc il y a un macroniste repenti, il vous explique que lui... de la même manière qu'Elon Musk met Twitter au service de l'extrême droite, il va mettre ses médias et son argent au service de la gauche. Xavier Niel, demain vous aurez d'autres milliardaires qui vous expliqueront qu'eux ont un peu plus de valeur et un peu plus de démocratie. Et évidemment, c'est une illusion et ils ne manqueront pas d'appliquer le même type de programme et le même type de politique le jour où il y aura des révoltes, des grèves, des mobilisations qui menacent leurs intérêts. Et puis par ailleurs, il y a un truc qu'on voit, c'est qu'il y a une bollorisation plus large des médias. Je veux dire, il y a quelques semaines maintenant, c'est France Info qui a invité un expert du tourisme pour parler du projet de Trump de transformer Gaza en station balnéaire. Je veux dire, ça arrive aujourd'hui. C'est Libération qui régulièrement reprend le narratif d'un collectif comme Nous Vivrons, qui explique que le mouvement féministe ou d'ailleurs la France Insoumise ou l'extrême gauche sont des antisémites qui veulent empêcher les femmes juives de manifester, etc. Donc il y a un enjeu très important à lutter contre Bolloré sans jamais perdre de vue le reste des milliardaires qui sont ses amis. Et d'ailleurs, le livre montre une chose très bien, c'est que tous ces gens qui soutiennent des candidats différents ont des liens étroits, ont des liens familiaux. La fille de Bolloré avec le fils de Bolloré avec la fille de Martin Bouygues, Arnaud avec Niel, etc. Tous ces gens se fréquentent, se connaissent, travaillent ensemble. Et tout simplement, oui, c'est une classe qui a des intérêts communs et il faut l'affronter dans son ensemble. Et ça, c'est un enjeu important. Merci beaucoup. Paul, Vital, un peu dans la continuité de tout ça. Donc, je le disais tout à l'heure, les Soulèvements de la Terre, vous avez été parmi les premiers à lancer en tout cas une campagne politique, rejoint par plein d'organisations. Tu nous en parleras plus après. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Bolloré, en plus de toutes les bonnes raisons que vous venez de dénoncer, c'est une cible importante pour le mouvement écologiste. Je mentionne que vous n'êtes pas forcément les seuls. On a des camarades de Fracas, qui est une revue écolo, qui sont dans la salle et qui font aussi de Bolloré une cible importante. Est-ce que c'est parce que les médias Bolloré sont des climato-sceptiques ? Est-ce que c'est parce que Bolloré, de fait, est engagé dans tout un tas d'activités, pas simplement médiatiques, mais qui ont aussi des impacts concrets du point de vue de la lutte écolo ? Est-ce que tu peux revenir sur l'importance pour vous de cette campagne ? Oui, merci. Déjà, je parle depuis les Soulèvements de la Terre, mais c'est vrai que la campagne des armées Bolloré, c'est plein d'organisations. Donc, pour en citer quelques-unes, ATTAC, XR, AJC, NVCOP 21, CGT, Journalisme, Sud, CEDEC, Urgence Palestine. Enfin voilà, je ne dis pas tout, mais c'est important de dire que c'est un collectif assez large. Qui a été pas mal poussé par les Soulèvements de la Terre, mais voilà, voilà. Et pourquoi est-ce que les écolos se mêlent de Bolloré ? Il y a deux réponses à ça. Déjà, on est de gauche et on est antifasciste. Et en juillet dernier, on a vu que c'était chaud quand même. Et on a voulu se mobiliser. Et nous, quand on se mobilise, notamment au Soulèvement de la Terre, on aime bien essayer de pointer un peu les points nodaux du système sur lesquels on peut avoir un impact. Voilà, quand le système essaye de s'accaparer des biens communs, de l'eau, de la terre. Voilà, c'est pour ça qu'on s'attaque à des méga projets inutiles, les autoroutes, les bassines, etc. Mais nos objectifs sont toujours politiques et matériels. Et dans le cas de l'extrême droite, on aurait pu simplement se dire faut refuser l'extrême droite, etc. Mais en fait, on a bien remarqué, comme vous l'avez pointé du doigt, comme Marie Bénil l'explique bien, que Bolloré, il porte l'extrême droite. Et pour nous, c'était les milliardaires en général et leurs médias, mais c'était intéressant de pointer Bolloré en particulier pour toutes les valeurs qu'il véhicule, sexistes, homophobes, climato-négationnistes. Et voilà, tout le fait qu'il cherche à instaurer cette hégémonie culturelle. Mais c'est aussi, on est des écolos, deuxième réponse, et ça tombe bien parce que tout ça c'est lié en fait. Bolloré, il a une branche agricole qui fait beaucoup de ravages au Cameroun. Voilà, c'est la Soca Palm. Non seulement il fait des ravages sur l'environnement, mais auprès des populations locales qui sont
qui sont expropriés, qui ont plus rien pour vivre. Il a aussi des filières logistiques. Voilà, et nous, ça tombe bien parce qu'on se bat contre la multiplication des grands entrepôts, de cette logistique qui est un peu devient aujourd'hui un point important du capitalisme, puisqu'il faut faire circuler le plus possible de marchandises. Voilà, nous on a eu une grosse mobilisation l'année dernière à Green Dock, au nord d'ici, à Saint-Denis. Voilà, il y a aussi la Bassée dans le 77, le triangle de Gonesse, où il y a des entrepôts qui doivent se construire, ou des infrastructures pour la logistique. Donc Bolloré, il cristallise aussi ça, et il a une branche industrielle dont Marie Bénil parle pas tellement, mais c'est Bolloré Énergie qui verse dans le pétrole, et aussi dans tout ce qu'on aime bien, c'est les technologies de surveillance qui servent beaucoup à nous réprimer, nous les mouvements écolos. Voilà, tout ce qui est vidéo, reconnaissance faciale, etc. Et je rappelle d'ailleurs que il y a 2 ans, il y a une de ces usines qui a brûlé de batteries, où il y a 12 000 batteries au lithium qui ont brûlé à Grand Couronne, près de Rouen. Et il essaye de se défausser de cette responsabilité en mettant... voilà, j'ai plus tous les détails, mais il se défausse de sa responsabilité juridique, mais aussi en mettant la pression aux habitants qui essayent de porter un combat et l'usine elle a brûlé, mais elle est encore là. Voilà, le nettoyage, il commence à peine, quoi. Alors que le lithium, c'est un truc super dévastateur. Donc voilà, Bolloré, il défend ses intérêts de classe. Donc non seulement il essaye de mettre en avant l'extrême droite, mais aussi c'est du coup ses intérêts de classe, c'est le capitalisme, essayer de s'enrichir toujours plus en détruisant le vivant, en détruisant aussi notre démocratie. Donc nous, on pourra toujours se mobiliser autant qu'on veut contre des méga infrastructures, faire des manifs et tout, mais aussi tant qu'il y a des médias comme ceux de Bolloré, on sera invisibilisé. Donc on a bien vu aussi l'intérêt de porter ce combat. Merci beaucoup. C'est effectivement très important de rappeler les activités de Bolloré en Afrique, en France-Afrique, parce que c'est là que depuis à peu près les années 80, Bolloré a réalisé le plus gros de son chiffre d'affaires dans la plus pure tradition de la France-Afrique, comme on disait. Et c'est d'autant plus important de dire que Bolloré reste en Afrique qu'il y a 2 ans, effectivement, il a revendu la majorité de sa branche logistique et portuaire à d'autres armateurs, mais qu'il reste notamment au travers de ses activités dans les plantations, mais aussi de son agence de communication Havas, mais aussi MultiChoice et Canal. Donc effectivement, Bolloré reste en Afrique, même s'il a été contraint d'abandonner tout un pan de son activité du fait des déboires géopolitiques de l'impérialisme français en Afrique. Alors bon, vous avez tous les 3 décrit un monstre multiforme, quelque chose qui est un peu vertigineux, et on retrouve ce vertige un peu quand on lit le livre de Marie Bénil, dont on se dit putain, c'est voilà, il faut se retrousser les manches. Alors la question qu'on se pose du coup pour pas déprimer ce soir, c'est qu'est-ce qu'on fait face à cet empire qui est celui de Bolloré quand on est un militant de gauche radicale, je sais pas comment il faut dire, un militant anticapitaliste. Vital, je continue avec toi. Donc, tu as commencé à nous dire effectivement que la campagne Désarmer Bolloré, c'était une campagne à l'initiative des Soulèvements de la Terre, mais rejointe par plein d'organisations. Donc, c'est une campagne qui est unitaire. Est-ce que qui appelle à multiplier les actions de sensibilisation? Il y a notamment, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce qu'on s'attaque à quelque chose d'aussi tentaculaire qu'est l'empire Bolloré, et quelles sont les pistes que vous voyez, les moyens d'action? Est-ce que vous avez des réflexions en interne pour savoir comment est-ce qu'on arrive à agir face à un ennemi comme Bolloré? Oui, c'est sûr que c'est chaud. c'est pas facile. Nous, au soulèvement, on assume la conflictualité. C'est-à-dire, c'est pas forcément le débat avec l'extrême droite qui nous intéresse, voilà, mais plutôt de chercher à s'organiser pour faire bloc.
Voilà, c'est notre stratégie en général, et d'amasser le plus de collectifs possible, et d'agir avec une complémentarité de plein de logiques d'action différentes, de modes d'action. Et voilà, on peut écrire des tribunes, on peut faire des points fixes quelque part, mais ça, pour nous, c'est pas suffisant. C'est qu'une partie du répertoire d'action. Nous, c'est ce qu'on a beaucoup mis en avant. Voilà, désarmer, c'est un mode d'action. Désarmer, c'est-à-dire voilà, défaire une infrastructure, bloquer et aussi occuper quand on peut. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'était un peu plus complexe à imaginer. On n'est pas face à quelque chose de trop matériel. Mais justement, c'est ça qu'on a cherché à faire d'abord, à enquêter sur Bolloré, donc ce que Marie Bénilde fait très bien, mais en essayant de cartographier un peu tous les lieux. Bolloré, en France, on a une petite carte sur le site des armées Bolloré, et ça montre vraiment, enfin voilà, nous militants, on découvrait chaque jour quelque chose de nouveau, quoi. Donc voilà, à partir de là, on a essayé de se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce monstre tentaculaire, et identifier des cibles. Mais on s'est dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est essayer quand même de kiffer un peu en se mobilisant. Donc essayer de toujours, on aime bien retrouver de la joie dans le militantisme. Donc ça a commencé par des marque-pages, ça c'est facile à faire. On a imprimé plein de marque-pages qu'on a essayé de mettre dans les livres, dans les relais notamment, qui possèdent, où il met en avant Bardella. Enfin, il mettait en avant Bardella à l'époque où son livre est sorti, mais voilà, Valeurs Actuelles et tous ces médias. Et les relais, c'est quelque chose qui est vachement... qui brasse beaucoup de monde, quoi, dans toutes les gares de France. Et puis voilà, en identifiant les cibles, on a d'abord dit aussi en janvier, bon bah allez-y, montez-vous en petit collectif et faites ce que vous pouvez. Donc, et c'est ça qui était super, c'est que les militants se sont saisis de notre cartographie et sont allés un peu partout. C'est bon, d'abord une petite mobilisation à Paris en essayant de se mobiliser contre l'AG de Vivendi, où Bolloré, comme Marie Bénilde l'explique, il a détricoté son groupe pour essayer de gagner un peu plus. Bon, c'est pas réussi d'un point de vue financier, mais d'un point de vue de contrôle juridique, c'est bien pour lui. Mais ailleurs, voilà, il y a eu des fêtes, des manifs, des endroits, tous les endroits qui ont été tagués. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on visibilise son groupe. On pense CNews, on pense C8, on pense Valeurs Actuelles et JDD, mais il y a tellement plus en fait. Il y a tellement plus. Et voilà, et on va continuer, bien sûr, rien qu'en Île-de-France, en fait, en regardant les lieux qui lui appartiennent, il y a des usines, il y a Havas, dont tu parlais, BETC, et voilà, c'est des endroits sympas à Pantin. Il y a les magasins généraux, c'est au bord du canal, il y a un resto, c'est un endroit qui a l'air un peu cool, bobo, etc. Mais en fait, c'est un gros endroit de facho, quoi. Donc voilà, il y a des militants qui sont allés là-bas pour taguer. Et ça a permis de visibiliser des choses qu'on n'avait même pas vues nous. C'est le CIRAD à Montpellier qui s'est rendu compte qu'en fait, CIRAD, c'est un organisme de recherche en agriculture. En fait, il est financé en partie par Bolloré. Donc les chercheurs, ils sont emparés de la campagne et ils sont allés tracter comme ils pouvaient, quoi, devant leur lieu de travail pour essayer de visibiliser ça auprès de leurs collègues. Voilà. Donc dernièrement, on a aussi perturbé la journée des portes ouvertes de l'école supérieure de journalisme. Alors d'abord, on est allé coller des affiches il y a quelques mois et ça leur a fait tellement peur qu'ils ont fermé l'école pendant un jour. Nous, ça nous fait plaisir quand il y a des choses comme ça qui arrivent, mais en vrai, on n'a pas prévu de s'attaquer à qui que ce soit physiquement, mais voilà, ils ont peur de nous quand même. Ouais, non, mais c'est une limite qu'on se pose quand même. Ça, c'est vrai. Voilà, le matériel, oui, mais les humains, attention.
Et voilà, et aller aux journées portes ouvertes aussi pour demander aux jeunes qui voient une école de journalisme, ils savent pas que c'est une école d'extrême droite en fait, qui est pas voilà. Est-ce que vous comptez en fait faire partie de ce système-là voilà. Et la dernière étape, la prochaine étape pour nous, c'est essayer de visibiliser un peu plus le fait qu'ils possèdent Hachette, et que Hachette, en fait, c'est les livres scolaires. Et même s'il y a des limites dans ce qu'il peut faire, il y a quand même, Marie Bénil le dit bien aussi, une certaine ligne qui peut être infusée là. Et donc nous, on veut essayer de mobiliser les parents d'élèves, les enseignants, à dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez participer de ça ? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de boycotter ? Alors voilà, on essaye de nouer des liens avec ce monde-là de l'éducation. Ok, merci. Ça fait une transition. Louis, je voulais te poser la question. Donc, comment est-ce qu'on résiste, comment on lutte contre Bolloré, et notamment quand on est une personnalité politique publique. Bolloré, c'est des médias. Enfin, vous l'avez bien décrit. Donc, en fait, il y a la question de l'influence. Est-ce que, pour reprendre le terme qu'utilisait Vital, est-ce qu'il faut boycotter ? Tout à l'heure, tu disais les médias Bolloré, ils sont pas les mêmes que les autres. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'aller intervenir dans ces médias ? Mais dans ce cas-là, est-ce que on se coupe pas d'une partie de la population qu'on a envie de toucher ? Est-ce que il faut se réjouir quand l'Arcom retire la fréquence à une chaîne comme C8 ? Est-ce que c'est par là ? Oui, voilà. Mais est-ce que en gros la stratégie pour désarmer Bolloré, c'est de continuer à faire pression sur des institutions de ce type ? Est-ce que ça suffit ou pas ? Parce que quand même, il y a eu beaucoup de... il a fallu du temps avant que l'Arcom prenne une décision. Est-ce qu'il faut utiliser la justice ? Enfin, comment est-ce que toi et comment est-ce que vous imaginez la lutte contre les médias et l'influence Bolloré ? J'aimerais juste avant rebondir sur des choses qui ont été dites, notamment sur le fait que c'est vrai que ce Bolloré ne doit pas être le milliardaire qui cache la forêt, parce que derrière, j'aimerais notamment donner l'exemple de Bernard Arnault, parce que je trouve que c'est une histoire tellement folle. Au moment où du coup on a gagné les élections législatives, merci d'ailleurs, au moment où on gagne les élections législatives, Macron se retrouve dans une situation très compliquée. Il ne peut pas nommer Lucie Castet, parce que il le sait. Je peux vous en faire la confidence, on a un petit tiroir dans lequel on a une 50aine de feuilles. Ces feuilles, c'est des décrets, et donc on a juste besoin d'une signature, quoi. Donc globalement, il a peur du tiroir, parce que si jamais hop, on sort Lucie Castet, hop, augmentation du SMIC, juste une signature, oups, reconnaissance de l'État de Palestine, et on abroge la réforme des retraites, terrible. Et non, il y a beaucoup de choses, on a été créatifs. Le problème pour Macron, c'est que si jamais il nommait Lucie Castet, on allait faire passer beaucoup de décrets, que ces décrets, vous imaginez derrière le pays derrière, vous allumez la télé, bam, que des bonnes nouvelles. D'un coup, ça change. Waouh, mon compte en banque, waouh. Donc, du coup, ils avaient peur de ça. Parce que ensuite, si jamais Lucie Castet elle arrive à la tribune et qu'ensuite il y a la censure, pour nous, c'est très facile d'arriver, de dire très bien, je vous invite, vous, extrême centre, extrême droite, à censurer l'augmentation du SMIC, à censurer la reconnaissance de l'État de Palestine, à censurer l'abrogation de la réforme des retraites. Et donc, du coup, c'est là où Macron il s'était retrouvé dans une position où il ne pouvait pas nommer la gauche radicale et attendre qu'elle soit censurée. C'était les décrets qui lui faisaient peur. Mais il se dit, bon, quand même, je suis président de la République, on a un truc qui s'appelle une constitution, on est censé être une démocratie, faut que je fasse semblant, quoi. Et donc il s'est dit, comme la gauche a gagné les élections législatives, il faut quand même que je nomme quelqu'un de gauche. Alors il se creuse la tête et il regarde dans ce qu'il a de plus profond et il se dit, je vais nommer Bernard Cazeneuve. On a bien voté pour ça. Sauf qu'au moment où il commence à songer à nommer Bernard Cazeneuve, il y a Bernard Arnault qui appelle Macron et qui lui dit non, même Bernard Cazeneuve c'est trop. Et ça explique en grande partie pourquoi est-ce qu'à la fin, on s'est retrouvé avec Barnier. Parce que vous aviez eu toute une pression de la part de l'oligarchie pour empêcher que nous, on puisse avoir, j'allais dire ne serait-ce que Bernard Cazeneuve, non, on l'aurait censuré aussi. Mais je veux quand même vous raconter cette histoire parce que Arnaud, c'est un type qui possède des médias et par ailleurs, Arnaud, un jour, je me rappelle, c'était il y a longtemps, il y avait eu une enquête qui avait été ouverte sur Arnaud pour je sais pas quoi et je m'étais amusé à aller regarder les médias les médias d'Arnaud, voir si jamais ça en parlait. Personne n'en a jamais parlé, personne dans ces médias. Et donc, effectivement, il y a vraiment ça qui est très important, c'est que tous les milliardaires qui possèdent les médias sont un problème. Mais Bolloré
un problème un peu plus que les autres, c'est que lui, pour le coup, il assume un projet ouvertement fasciste, ouvertement islamophobe, ouvertement raciste. Le projet d'Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle, c'est ce que pense fondamentalement Vincent Bolloré. Le projet d'Éric Zemmour, c'était d'organiser une espèce de chasse généralisée de toutes les personnes racisées pour savoir si oui ou non elles avaient des papiers ou pas, et les mettre de force dans des avions, dans des pays où on ne sait même pas s'ils peuvent les accueillir. Enfin, c'est Trump en pire, ce qui a été proposé par Zemmour. Donc, oui, et en même temps, Bolloré, il a ce plus. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut boycotter les médias de Bolloré ? Moi, je vais remonter un petit peu toute l'histoire. Moi, à l'époque, j'étais allé sur Touche pas à mon poste. Je sais, quand elle l'a dit, j'en ai vu qui se souriaient. Il y en a où vous foutiez de ma gueule. Mais en vrai, faut se mettre à la... Ici, vous êtes des militants politiques. Pour la plupart, je sais que vous êtes des militants politiques. Nous, notre travail en tant que militants politiques, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire en sorte d'aller convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc parfois, ça impose d'aller dans des endroits dans lesquels on se sent pas très à l'aise. Moi, je me suis retrouvé dans des anniversaires où la majorité, elle était à droite. Bon, bah, j'ai fait mon travail de militant politique. J'ai convaincu des gens. Et là, à partir de ce moment-là, vous arrivez dans un débat où je sais pas s'il est tranché ou pas. Je comprends les gens qui disent qu'il faut boycotter les médias de Bolloré. Moi, je pense qu'il ne faut pas boycotter les médias de Bolloré. Il y a eu un moment... On avait tenté un boycott. C'était le moment où ils ont tenté d'imposer Éric Zemmour pendant 1 heure sur CNews. Il y avait eu un boycott généralisé et franchement, j'étais content. Et par ailleurs, j'y avais appelé aussi à ce boycott. Mais preuve en est, le boycott n'a pas fonctionné. Parce que vous avez eu la suite de l'histoire avec Éric Zemmour. Et pourquoi ? Bolloré, il ne cherche pas la rentabilité. Les médias de Bolloré ne sont pas rentables. Et par ailleurs, c'est un problème parce que l'Arcom, elle dit que les médias, les médias, ceux à qui elle donne les fréquences, doivent avoir un modèle économique soutenable. Le modèle économique des chaînes de Vincent Bolloré n'est pas soutenable. Et c'est pour ça que d'un côté, moi, vous pensez bien, youpi, on a fait fermer C8. Et en même temps, en vrai, l'Arcom, elle a coupé la poire en deux. Parce qu'elle n'a pas fermé CNews. Alors que clairement, CNews aurait dû être fermé parce que clairement, CNews violait aussi la loi. Elle a fait un exemple avec C8, mais en réalité, CNews aussi viole la loi. L'effet du boycott sur les médias de Vincent Bolloré ne va pas faire pression sur Vincent Bolloré. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut aller dans ces espaces-là pour essayer justement de mener des batailles culturelles qui, je vous l'accorde, au vu du public qui vous regarde et au vu des questions qu'on vous pose, compliquer la bataille. Mais je pense qu'il faut aller mener cette bataille. Et pour le coup, je comprends les camarades qui expliquent qu'il ne faut pas aller mener cette bataille. Enfin, il y a aussi autre chose que j'aimerais quand même vous raconter, c'est que les médias de Vincent Bolloré, ce sont des gens qui ont la vengeance dans la peau. Il y en a beaucoup qui en ont fait des frais. Moi, par exemple, ils m'ont fait une histoire. Après l'histoire sur Touche pas à mon poste, où à l'origine, j'y étais allé pour parler de précarité étudiante, je me retrouve dans ce truc. Par ailleurs, je l'avais pas préparé, mon truc. J'étais choqué. Je donne mon truc. Moi, j'avais toute une liste de milliardaires que je m'étais donné. Je balance le truc. Je comprends pas pourquoi le mec s'énerve. Et puis, je me dis, mais il est en train de montrer un truc que... Enfin, tais-toi en fait si tu veux pas que ça se voit. Mais il l'a fait. Et ensuite, ça a donné cette situation où derrière, on s'est embrouillé. Et ensuite, derrière, il y a eu des volontés de vengeance. Vous avez notamment un article de Mediapart qui raconte que le directeur de Canal+, directement dans son bureau, a missionné une agence de communication pour aller monter une pétition de citoyennes et de citoyens contre moi. Et tout ça, c'était financé directement par Canal+. C'est un média qui est censé informer. Et encore une fois, quelle a été la réaction du pouvoir ? Absolument rien du tout. Et vous avez en conseiller de Macron un type qui s'appelle Bruno Roger Petit. C'est le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron. Ça vous explique beaucoup de choses de ce point de vue-là déjà. Mais surtout, Bruno Roger Petit, c'est un type qui est chargé pour Emmanuel Macron d'aller faire les liens auprès de Vincent Bolloré. Et il y a eu un moment, au moment où ils étaient en train de chercher à faire des économies, vous avez Vincent Bolloré qui a fait un communiqué via Canal, où en gros il était en train d'expliquer, si jamais vous nous taxez un petit peu trop, et ben moi je vais arrêter toutes les activités culturelles de Canal en France. Et c'est là où en fait on a une difficulté. C'est que en fait, ces gens, ils possèdent déjà tout. Parce que pour le coup, moi, d'accord, Bolloré, moi, je trouve que c'est le pire, mais pour le coup, BFM TV, je les trouve pas plus éthiques. En fait, le service public non plus, je le trouve pas éthique. Enfin, je veux dire, Nathalie Saint-Cric en directrice de la rédaction, tout est problématique parce qu'ils possèdent absolument tout. Donc le problème, c'est qu'ils concentrent, ils ont la propriété sur tout. Et ce qu'on se dit, à partir du moment où ils en ont la propriété, on n'y va plus. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut rentrer à l'intérieur et qu'il faut mettre le plus de sbal possible jusqu'à ce qu'on fasse péter le système. En tout cas, nous, c'est la stratégie pour laquelle on a opté. Par contre, je pense quand même que quand on va sur un média de Bolloré, il ne faut pas se priver d'aller critiquer Vincent Bolloré, et même si jamais il y a des conséquences derrière. Et pour le coup, et je terminerai sur ça, quels moyens nous on peut avoir pour essayer de faire la réplique dans la bataille culturelle qui est en train de se mener ? Je le dis de manière un peu caricaturale, mais en vrai, faites des TikTok. Parce que
ces gens-là, ils ont la télévision et compagnie, ils sont capables de rabâcher des choses. Mais il y a quand même une arme qui change beaucoup de choses, c'est les téléphones. Et pour le coup, nous, on est en capacité de produire un contre-discours. C'est important d'aller tracter, mais en réalité, une vidéo, ça peut être vu 40 000 fois plus que 10 camarades qui sont à leur tract à la sortie de la fac. Et en vrai, Internet, pour le coup, c'est un des meilleurs contre-pouvoirs qu'on a. Et moi, je pense que c'est un contre-pouvoir qui fonctionne, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent qui est Vincent Bolloré, parce qu'aujourd'hui, on est capable de débunker les mensonges qui sont rajoutés à longueur de journée sur les médias, mais c'est pas que les politiques qui vont pouvoir le faire. Nous, on est dans un rôle où faut quand même qu'on joue le jeu institutionnel, faut qu'on aille aussi dans les médias et compagnie. Là, pour le coup, on a besoin de la base. Et on a besoin que cette base, non seulement elle aille désarmer Vincent Bolloré, mais surtout qu'elle aide à former un contre-discours qui ne soit pas uniquement un contre-discours qui est porté par des politiques. Merci. Pareil, ça fait un peu la transition. Paul, donc toi, tu es à la fois journaliste révolutionnaire, journaliste indépendant, tu es aussi militant. Alors, tu vas dire est-ce que tu es d'accord ou pas, mais si le problème, c'est la propriété privée des grands médias par des milliardaires, que par ailleurs, le boycott, ça ne fonctionne pas jusqu'au bout, est-ce que la solution, c'est, telle que toi tu l'envisages, c'est les médias alternatifs, t'en fais partie de un, il y en a plein d'autres qui existent, est-ce que c'est ça pour toi la solution, ou comment est-ce que tu envisages la lutte et le combat contre les médias Bolloré et les médias des milliardaires? Oui, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années une dynamique autour des médias indépendants, un regain d'intérêt pour ces questions, notamment face aux médias type Bolloré ou aux médias bollorisés. On a vu fleurir tout un tas d'offres. Il y a évidemment les réseaux sociaux qui produisent des gens qui sont des médias. Là, j'ai l'impression de citer Elon Musk, je ne sais pas si vous voyez, qui répète tout le temps « c'est vous le média grâce à Twitter », etc. Bon, c'est pas ça, mais effectivement, il y a d'autres sources d'informations. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une éclosion de tout un tas de médias, notamment. Et nous, Révolution Permanente, on s'inscrit un peu dans ça. Enfin, nous, on s'est créé en 2015, et c'était la volonté d'avoir un quotidien d'extrême gauche qui essaye de disputer, notamment à l'époque à Soral, l'influence sur Internet, avec des discours qui étaient des discours ouvriers, marxistes, révolutionnaires, du bon côté de la barricade, de se faire le relais, pas le porte-parole, mais le relais des luttes ouvrières, mais aussi antiracistes, écolos, féministes, etc. Être un média d'intervention aussi, c'est-à-dire un média qui propose une stratégie, qui propose des perspectives dans la lutte pour durcir le rapport de force, pour discuter de comment on généralise la grève pendant la bataille des retraites, pour discuter de comment on fait une alliance, par exemple, entre les raffineurs de Total et les militants écologistes lors de la grève de Grand Puy, pour discuter des tâches du mouvement ouvrier quand il y a des révoltes dans les quartiers populaires, par exemple, à l'été 2023, et qu'il est absolument central que les directions du mouvement ouvrier et l'ensemble des syndicats soient présents à la fois à la marche pour Naël, mais aussi pour dénoncer la répression et les appels au calme. Donc c'est comme ça qu'on conçoit notre média. C'est aussi un média ouvrier, parce que nous, ça nous paraissait important, et c'est quelque chose qui est encore pas très visible forcément dans les médias indépendants, c'est d'être aussi à l'échelle des usines, des entreprises, des ouvriers. On fait des documentaires. Là, on vient de sortir il y a quelques mois un documentaire sur la grève de Neuhauser, qui est donc une usine de l'agroalimentaire où il y a une lutte énorme pendant des mois contre la répression syndicale. On est en train de préparer un documentaire sur la RATP où il y a une énorme campagne de chasse aux arrêts maladie avec des méthodes de harcèlement pour briser le moral en fait, des salariés dans la prévision de l'ouverture à la concurrence pour ne pas avoir à les licencier pour qu'ils démissionnent. Donc c'est tout ça. Et en même temps, nous, on a créé un média indépendant avec l'idée que c'était une composante du combat, mais une composante insuffisante et je dirais même partielle et limitée et minoritaire, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que oui, il faut des médias indépendants, oui, il faut diffuser de l'information, mais bon, regardez par exemple sur les réseaux sociaux, on produit des TikTok quand même très souvent pour répondre aux polémiques qui sont forgés, propulsés par les chaînes d'infos qui ont un arsenal et une puissance de feu, pour modeler les termes du débat qui est sans commune mesure avec celle même des médias indépendants les plus forts et les plus développés. Donc moi, j'ai quand même un doute sur l'idée
qu'on pourrait créer une espèce de citadelle, une contre-société de médias indépendants qui, on va dire, face aux géants, construiraient patiemment leur barque. Et puis un jour, on finira par avoir un CNews d'extrême gauche où Philippe Poutou, Anas Kazib et Nathalie Arthaud et Louis Boyard pourront débattre de s'il faut renverser l'État et par quelle méthode. Voilà, j'aimerais bien, mais malheureusement, je pense que même avec un siècle de temps pour récolter les fonds, se préparer à ça, c'est une illusion parce qu'on a en face des gens qui ont tout simplement le contrôle et le pouvoir sur l'ensemble des leviers de pouvoir de la société. C'est-à-dire sur les entreprises, sur les transports, sur la production de l'information, sur la police, sur l'armée. Donc, je veux dire, sur les institutions aussi, par ailleurs, qui ne sont pas des institutions neutres, mais qui sont modelées, qui ont des règles, qui ont une machinerie d'État qui, peu importe pour qui vous votez, vous avez des hauts fonctionnaires dans les ministères, etc. Donc, je veux dire, il y a un ennemi comme ça, et je pense que c'est une illusion de penser qu'on pourrait le grignoter ou qu'on pourrait finir par construire un contre-pouvoir suffisant pour le renverser. Bon, du coup, effectivement, moi je considère qu'il y a une clé, bon, c'est la révolution au sens général, mais par exemple sur le terrain des médias, c'est qu'il faut exproprier les médias capitalistes, c'est-à-dire il y a une propriété privée des moyens de production de l'information, et Bolloré continuera à nuire tant qu'il aura la main sur la production de l'information. Donc ça c'est la mauvaise nouvelle, entre guillemets, parce que ça veut dire que tant qu'on ne l'expropriera pas, lui et les autres, il y aura des Bolloré, des Arnaud qui continueront de modeler le débat public comme ils le font depuis un siècle et demi. Je veux dire, avant, il y a eu d'autres grands patrons de l'information qui ont eux aussi défrayé la chronique, etc. La bonne nouvelle, par contre, c'est que les médias, ils ne peuvent pas tourner sans des travailleurs qui les animent, sans des journalistes, sans des techniciens, qu'il y a tout un tas de gens comme les Soulèvements de la Terre, de collectifs qui comprennent qu'ils ont intérêt à en finir. Et donc la question, c'est comment on se dote d'une stratégie qui permet de renverser tout simplement ces médias et d'en finir avec eux. Et c'est un des objectifs qu'on se donne avec Révolution Permanente. Et c'est pour ça qu'on est un média un peu particulier où on conçoit notre rôle à la fois comme le rôle d'un média, mais aussi comme le rôle d'une organisation politique qui défend des options partisanes, partidaires. D'une certaine manière, Bolloré fait du journalisme de guerre culturelle. Bon, nous aussi, on fait du journalisme de guerre de classe, du coup, parce que malheureusement, la guerre culturelle, quand on n'a pas les moyens de Bolloré et la fortune de Bolloré, c'est un petit peu limité. Nous, on a besoin d'abord de lui prendre ses richesses, de lui prendre ses médias, de lui prendre ses moyens de production, et ensuite on pourra se concentrer sur les questions culturelles. Mais d'ici là, il faut articuler le combat culturel, le combat idéologique avec un combat matériel pour priver les milliardaires de leur capacité à nuire, de leur levier de pouvoir. Et c'est le sens du combat anticapitaliste et révolutionnaire qu'on essaye de défendre. Évidemment, dire ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de médias indépendants et de construire aussi un journalisme révolutionnaire pour porter ses idées, pour porter la voix des salariés. Et bon, j'en profite pour vous dire que nous, on est un média collaboratif et on cherche du monde pour écrire des articles, interviewer des travailleurs, suivre des grèves, produire des TikTok, produire des visuels, etc. Donc si ça vous intéresse, la porte est grande ouverte pour mener ce projet. Ce que vous racontez sur les médias alternatifs, ça fait exactement penser, donc il y a mes collègues ici, mais il y a probablement d'autres éditeurs, éditrices qu'on a invités à la soirée. C'est exactement la même chose dans l'édition. C'est-à-dire, en fait, évidemment, heureusement que des éditeurs indépendants, de critique sociale, etc. existent. Et franchement, on se donne à la mort, on est ultra volontariste, etc. Et par ailleurs, y compris des éditeurs indépendants peuvent produire des livres, des idées, les mettre en circulation et avoir non seulement produire des choses de qualité, mais y compris avoir un certain impact. Et à la fois, on se bat contre des gens qui ont des moyens 1000 fois supérieurs aux nôtres, qui non seulement ont des
des maisons d'édition qui comptent des dizaines, des centaines, des milliers de salariés, tout un tas de maisons d'édition, mais y compris qui disposent de leur propre relais de diffusion, de distribution des médias, etc. Et donc, effectivement, et c'est aussi sur ça que se termine l'invitation du livre de Marie Bédil, on a besoin d'une solution politique à ces questions. Et c'est pour ça aussi qu'encore une fois, on était très contents de faire ce lancement de livre avec vous. Vu que l'heure a un peu tourné, je propose qu'on ouvre la discussion à la salle, si ça vous va. Donc l'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse intervenir à la fois sur Bolloré, comment est-ce qu'on mène la bataille idéologique aujourd'hui, etc. On a encore un petit peu de temps pour faire circuler la discussion. Donc encore merci à tous les trois et à qui veut prendre la parole. Moi, je voulais vraiment remercier le camarade des Soulèvements de la Terre, parce que je suis camerounais et je viens du département du Mungo. Donc mon village est vraiment juste à côté de là où Bolloré fait toutes ces choses. Et enfin, ça me touche beaucoup qu'on parle de nous, parce qu'on ne parle jamais de nous. Alors que c'est dur au pays, mais du coup, voilà. Et c'est pour dire que ouais, c'est vrai, c'est très important de parler de ce que Bolloré fait en France, l'empire médiatique, etc., etc. Mais après... c'est pas juste un danger, c'est déjà des gens sont déjà en train de mourir. C'est pas quelque chose qui va arriver. Ils sont pas en train de préparer quelque chose, ils sont déjà en train de le faire. Et faut pas tomber dans la logique de c'est quand ça commence à arriver aux blancs qu'on s'alarme, c'est quand ça arrive en Europe qu'on panique. Et donc oui, c'est très important de parler de ce qui se passe, notamment en Afrique par rapport à Bolloré, mais dans plein de pays des Suds. Et c'est des perspectives très importantes. Donc, merci énormément de l'avoir mentionné. C'est une lutte qui dure depuis des années et qui continue. Merci. Merci pour ton témoignage. Nous c'est sûr qu'on a bien identifié que Bolloré, c'est une puissance néocoloniale, quoi. C'est une continuation du colonialisme et on a des le dernier article sur le site des armées Bolloré, il concerne le Cameroun, mais on a aussi des camarades qui se mobilisent partout où, voilà, par exemple Total qui veut faire ses pipelines au Mozambique. C'est aussi des choses qui nous touchent beaucoup. Maintenant, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de prise là-dessus, quoi. On peut le visibiliser, mais on peut moins s'y opposer physiquement, en tout cas, quoi. Si je peux y ajouter quelque chose, il y a un super documentaire qui s'appelle France-Afrique, qui a été fait par LCP et Assemblée nationale. Il dure 2 heures, vous avez dedans des archives, et dedans on y voit bien comment Vincent Bolloré il est vraiment rentré dans toute la politique de la France-Afrique. Et pour ce qui est des Camerounais, parce que c'est vrai que c'est une lutte qui dure depuis extrêmement longtemps, déjà premièrement, ce sont les premiers qui ont réussi à faire condamner Bolloré sur la base du devoir de vigilance. Donc premièrement, ils ont réussi à le faire condamner. Là, de ce que j'ai vu, il y a des ONG qui sont montées pour aller ensuite rechoper le monsieur, parce qu'apparemment, avec ce Capalme, mais c'est avec ça qu'il fait notamment de l'huile de palme, et c'est avec ça qu'il détruit les villages et compagnie, et qu'il exploite les gens. Et donc, il aurait blanchi de l'argent avec ça, et notamment, du coup, j'ai appris le truc aujourd'hui, donc je vous le dis ici. Moi, j'avais du coup gagné de l'argent dans cette histoire, je voulais le donner aux Camerounais, et il a fait appel, Cyril Hanouna. Donc du coup, je peux même pas leur donner les sous, là, actuellement, pour 3000 balles, le type est multimillionnaire. Donc voilà, je vous donne aussi cette information-là. Mais donc du coup, ouais, pour les batailles, premièrement, qui sont menées, mais aussi du coup, les batailles judiciaires qu'ils ont réussi à gagner. Donc voilà, je voulais aussi donner un peu des exemples de batailles sur lesquelles ils ont réussi à faire plier Bolloré. Parce que pour le moment, en France, personne n'a réussi à faire. Les Camerounais sont plus en avance que nous sur ce point-là. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois. C'était très intéressant. Moi, j'avais une question. Vous dites beaucoup d'exemples. Je pense que dans la salle, on est tous antifascistes, anticapitalistes, etc. Mais je trouve que, j'ai l'impression que la gauche se base beaucoup sur le fait d'être contre des choses plutôt que d'en apporter. Et on sait pourquoi on se bat, je pense. Mais moi, je sais pas, j'ai 19 ans et en tant que jeune,
il y a un truc de... Ouais, Enfin, j'ouvre Instagram, certes, faut faire des TikTok, faut tout ça, mais en fait, j'ouvre Instagram, je vois que des news déprimantes, et je sais contre quoi il faut se battre, mais en même temps, on a l'impression que ça avance pas, quoi. Alors, premièrement, sur les choses en positif, mais après, là, forcément, tout le monde ne sera pas forcément d'accord ici parce qu'on n'a pas toutes et tous la même stratégie sur quoi faire. Déjà, premièrement, sur la question des réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement eux qui vont nous permettre de réussir à faire la révolution. Par contre, et je le défends fort, je trouve que les réseaux sociaux ont été capables de faire des choses que beaucoup de mouvements sociaux traditionnels avaient été incapables de faire depuis des décennies. On n'aurait pas eu MeToo sans les réseaux sociaux. On n'aurait pas eu le mouvement des gilets jaunes, qui à la base étaient juste des gens qui se plaignaient sur le prix de l'essence, qui ensuite se sont dit « Viens, on met tous un gilet jaune sur notre bagnole » et à la fin, ça a fini sur les Champs-Élysées. Je peux vous donner aussi d'autres exemples de mouvements dont on a peu entendu parler, mais par exemple, chez les lycéens, il y a toute une campagne qui est faite chez les lycéens sur la question de leur santé mentale, sur la question des emplois du temps, sur la question du rôle de l'éducation, qui est un mouvement social qui existe uniquement sur Internet. Il n'y a eu que très peu de traductions réel, et pour le coup c'est aussi peut-être pour ça que derrière ils n'ont pas réussi encore à gagner, parce que les réseaux sociaux c'est surtout un appui pour derrière avoir des conséquences dans la société. Mais pour le coup, moi je défends vraiment le fait qu'il faut faire beaucoup de politique sur les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement efficace et parce que parfois, spontanément, on a un événement fortuit qui produit un mouvement sur un réseau social qui parfois peut se cantonner au réseau social, mais parfois peut profondément bouleverser la société. Donc c'est pour ça que je défends vraiment les réseaux sociaux dans la lutte. Et après ensuite sur les choses à faire, nous, en tout cas, pour ce qu'on porte, il faut retirer, nous, tel qu'on se définit. Le programme L'Avenir en commun est un programme de transition. Ce n'est pas un programme qui vise à figer une société. C'est un programme qui vise à mettre des premiers pas vers la transformation de la société collectiviste que nous, on souhaite. Sur ces premières étapes, il faut retirer les monopoles aux milliardaires. Retirer les monopoles, ça passe par exemple par nous, une proposition de loi qu'on a déposée qui empêche un milliardaire ou à toute personne de posséder à elle toute seule 100% d'un média. Et en gros, d'obliger à segmenter la propriété d'un média. Mais alors, certes, quand je dis que c'est un programme de transition, l'objectif à la fin, c'est que les médias soient collectivisés. C'est pour ça que derrière, vous avez aussi tous des mécanismes législatifs que vous pouvez mettre en place pour permettre aux lecteurs, aux usagers, d'avoir un pouvoir d'intervention dans les médias auxquels ils sont abonnés. Un peu, seuls les lecteurs peuvent nous acheter. Mais ça, on le fait à l'échelle générale. Et après, ensuite, vous avez un conseil déontologique de la presse qui existe, mais qui ne sert absolument à rien, et ben donner un véritable pouvoir d'intervention à ce conseil déontologique de la presse. Faire en sorte que la présidence de radio du service public, de Radio France et France Télévisions, elle soit élue à l'Assemblée, elle soit désignée après vote à l'Assemblée nationale et pas nommée de manière totalement discrétionnaire. Ça, c'est des premières pierres programmatiques qu'on peut poser pour essayer d'enlever ces leviers qu'utilise l'oligarchie pour derrière ensuite mener sa bataille culturelle. Mais par contre, ce sont des premières pierres. Ce n'est pas un aboutissement qui permettra à la fin de permettre la société collectiviste que je pense on porte tous dans cette salle. C'est ça le sens du programme de transition dont je parle. Est-ce qu'il y a d'autres camarades qui veulent réagir après ? Allô. Oui, je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais bon, je comprends évidemment ce sentiment. C'est sûr qu'on est dans une phase un peu de creux. Je veux dire, actuellement, qui donne le ton de l'actualité nationale et internationale, c'est Donald Trump. Donc déjà, bon, quand ça commence comme ça, en général, c'est pas une très bonne nouvelle. Donc bon, ça c'est effectivement une réalité. Mais en même temps, moi je pense qu'en France, d'une certaine manière, on est plus qu'ailleurs, mais dans le cadre d'une dynamique qui concerne plutôt l'international. Actuellement, en Serbie, il y a un mouvement historique qui est le plus grand mouvement qui ait connu le pays et qui est en train de déstabiliser profondément le régime. Je veux dire, en France, depuis 2016, on a connu un nombre de mouvements, une intensité de lutte avec une créativité, je veux dire, une vivacité des secteurs
qui allait à la fois des secteurs plus traditionnels du mouvement ouvrier à des travailleurs ultra précaires comme les femmes de ménage d'Honnête ou les travailleuses de l'hôtel Ibis. On a eu des révoltes dans les quartiers populaires, je veux dire les plus importantes encore que celles de 2005 en termes de nombre. On a eu la bataille des retraites, qui est le mouvement le plus massif depuis plusieurs décennies dans le pays. Donc il y a une force de la lutte de classe dans le pays qu'on ne devrait pas oublier trop vite, parce que je veux dire, la réforme des retraites, ça s'est terminé en juin 2023. Et moi, je suis persuadé que l'énergie qui s'est déployée à ce moment-là, rappelez-vous, les poubelles à Paris, je veux dire la grève des éboueurs, les raffineries arrêtées, les technicentres arrêtés, les mobilisations, enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'énorme. Rappelez-vous les manifestations sauvages le soir du 49-3. Il y a de la force dans ce pays. Il y a un niveau de rapport de force qui est, je veux dire, une capacité à imposer un rapport de force qui est très importante. Et du coup, la question, moi, que je pense qu'il faut plutôt se poser, c'est pourquoi ces mouvements-là, ils n'arrivent pas à imposer des défaites qui nous permettraient d'entrer dans des séquences d'une autre nature. Parce que d'une certaine manière, si le moral il est si bas actuellement, c'est parce que, oui, on a subi une défaite en 2023 et depuis... je veux dire, on a du mal à reprendre le chemin d'un mouvement de masse. Et moi, j'ai envie de dire, comme logique, et pour conclure sur ça, c'est ne compter que sur vos forces. Et donc moi, si j'ai envie de dire quelque chose, il faut devenir militant, il faut se préparer à créer soi-même des leviers de pouvoir qu'on sera capable d'activer à la fois aujourd'hui dans les luttes qu'on mène, comme le font les camarades des soulèvements de la Terre, comme le font les syndicalistes qui luttent pour des batailles défensives, pour augmenter leur salaire, pour défendre leurs emplois, mais aussi dans des moments de mouvement de masse où les choses deviennent possibles, où l'horizon il commence à s'élargir. Mais si on n'a pas des militants un peu partout qui ont un objectif qui va au-delà du simple retrait d'une réforme, qui va au-delà d'une journée de grève de temps en temps, etc., ce sera difficile de faire la différence. Et je dis ça, c'est valable pour les travailleurs, c'est valable aussi pour les étudiants et les lycéens qui ont un rôle essentiel dans ce pays, qui ont été, je veux dire, la force qui a impulsé une des plus grandes grèves générales de l'histoire de l'Europe occidentale en mai 68. Donc, moi, j'ai envie de dire, la manière de retrouver du moral, c'est de construire un peu patiemment des outils pour se préparer à intervenir dans les moments où les choses vont reprendre, parce que, soyez sûr d'une chose, c'est quelque chose que disait Gramsci, on ne peut prévoir que la lutte. C'est-à-dire des luttes de masse, il y en aura d'autres, elles seront massives, peut-être elles seront encore plus radicales, peut-être aussi elles seront encore plus réprimées. Et la question, c'est quels outils on est capable de construire pour être plus fort au moment où ça va éclater à nouveau et avoir un programme, une stratégie qui nous permette cette fois d'aller au bout, d'arracher des victoires, mais aussi d'aller au-delà, quoi, d'arracher tout, de commencer à poser la question de l'expropriation des grands patrons, de récupérer je veux dire, le contrôle sur l'outil de production, etc. J'ai l'impression que voilà, peut-être l'espoir il se situe là, même s'il n'y a pas de garantie de victoire, mais en tout cas il y a une garantie qu'on sera plus fort si les différentes personnes qui sont dans cette salle décident de s'engager et de militer et de construire quelque chose comme ça, quoi. Tu peux réagir vite fait, ouais. Ouais. Je ne vais pas être trop long. Je comprends en tout cas le sentiment aussi, et je pense que je suis plutôt aligné avec toi, Paul, mais je t'invite à nous rejoindre du coup, parce que en fait, honnêtement, quand on se sent désemparé par l'actualité, et on est contre plein de choses, en fait, c'est en luttant qu'on retrouve de la motivation. C'est en luttant concrètement. C'est notre parti pris au soulèvement, c'est-à-dire que on va pas juste faire des manifs pour des manifs, mais on va aller essayer de désarmer concrètement des outils de production mortifères. On va essayer de nouer des liens avec les mouvements sociaux. On l'a fait là avec Géodis à Gennevilliers récemment. RP était là aussi, et les ouvriers ont gagné. Et c'est grâce à eux qu'ils ont gagné. Mais je pense que d'avoir d'autres mouvements qui sont là pour les soutenir, ça apporte de la force et ça leur permet de tenir aussi. Donc voilà, en luttant aussi, on montre qu'un autre monde est possible. Parce que voilà, nous, notre lutte, elle émerge de Notre-Dame-des-Landes, entre autres, et on voit que là, il y a une lutte victorieuse avec des agriculteurs et autres qui aujourd'hui vivent dans
dans un endroit où ils sont auto-organisés, où ils montrent aussi l'exemple. Donc, en fait, il y a plein de moyens de se ressourcer, aller voir aussi des autres modèles dans toute la France qui existent. Donc, voilà, la lutte, c'est ça qui apporte de la joie aussi, quoi. Bonsoir, merci pour la conférence, c'était hyper intéressant. Moi, je voulais savoir, parce que la France insoumise, elle n'est même pas au pouvoir, qu'aujourd'hui, il y a déjà une offensive néolibérale qui est extrêmement énervée. Enfin, je veux dire, moi, aujourd'hui, ma fac, elle est menacée de se faire démanteler, mais même les sciences humaines, de manière générale, dans toutes les facs populaires et de banlieue, alors que la France insoumise n'est même pas au pouvoir. Et moi, j'ai pas envie de discuter de savoir si on met Lucie Castet au pouvoir, si on augmente un petit peu le SMIC, si on a la retraite à 60 ou 62 ans ou 65 ans. Enfin, ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps en fait pour ça. Et moi, je voudrais savoir pourquoi on ne discute pas directement d'une stratégie où on s'organise collectivement, où on crée en fait une conscience de classe comme on le faisait avant avec les partis d'avant-garde révolutionnaire. Pourquoi il n'y a pas ça en fait? Pourquoi on discute même pas de ça? Enfin, je veux dire. C'est hyper intéressant parce que vous êtes très lucide en fait collectivement sur la manière dont les médias sont possédés par pas seulement des milliardaires mais une classe sociale, enfin une bourgeoisie quoi. Et pourquoi en fait on ne discute pas de la manière dont nous en fait les étudiants, les travailleurs, la classe ouvrière de manière générale, le prolétariat en fait pour reprendre des termes d'un vocabulaire qu'aujourd'hui a à peu près disparu, j'ai l'impression. Pourquoi on s'organise pas collectivement en fait pour aller foutre tout ça en l'air. Enfin, je veux dire, ça, historiquement, ça a déjà été fait. Pourquoi, aujourd'hui, on discute de savoir s'il faut mettre Lucie Castet Première ministre ou de savoir si on doit participer chez les plateaux de Bolloré. Mais évidemment qu'il faut participer au plateau de Bolloré. On ne va pas laisser un espace uniquement à la droite radicale ou l'extrême droite. Pourquoi, directement, on ne crée pas une conscience de classe? Enfin, je veux dire, pourquoi on ne s'implante pas dans la classe ouvrière? Pourquoi la France insoumise, elle rejette... c'est une tradition réformiste, ce que je peux comprendre, etc. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ça, c'était très beau. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'a plus le temps de tout ça? Pourquoi on ne s'organise pas tous ensemble, puisqu'on est capable de discuter? Ouais, bonjour, merci pour vos interventions et puis pour l'organisation de cette soirée. Alors moi, je suis à la CGT, je suis dans un établissement d'enseignement supérieur, dans une bibliothèque, je bosse à la fac. Et je trouvais vos interventions très, très intéressantes, en particulier celle de Paul, je crois. Mais par rapport à ce que tu dis, moi je trouve que, et je rejoindrai le camarade là, c'est pourquoi on ne le fait pas tout de suite, quoi. Parce que, on nous parle de guerre, de Trump, etc. Mais après, ce que nous proposent les directions syndicales, en tous les cas, moi je trouve que c'est un peu léger, quoi. J'ai l'impression qu'elles ont hiberné là. On a eu un gros mouvement dans la fonction publique le 5 décembre, et depuis, rien. Là, ils se réveillent. C'est vrai, c'est le printemps. Bon, c'est cool. Donc, 22 mars, 20. Donc, déjà, je vous appelle tous à venir parce qu'apparemment, il y a une date de posée demain. C'est le 20 mars. C'est normalement à l'école militaire. Bon, c'est appelé par les retraités, mais après, ça s'est un peu élargi. C'était pour reconquérir la Sécu, pour contre l'abrogation, pour l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, c'est demain. Donc, école militaire, 14h. Puis après, à côté de ça, demain, il y a aussi un truc, la culture se réveille aussi, 14h à Bastille. Donc si on continue comme ça, je pense qu'on va quand même avoir des gros soucis. Donc ce serait bien qu'on y aille, comme disait camarade, ensemble, en même temps, les partis politiques et puis les organisations syndicales. Merci. Et encore merci pour l'organisation. Blum, il disait qu'il fallait prendre le pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux. Hein. Maligne, hein. Moi, je suis totalement d'accord, les amis, sur le fait qu'il va falloir essayer, et je suis d'accord qu'il nous faut un mouvement de dépassement. Mais déjà, premièrement, j'aimerais aussi répondre à ce qui a été dit et sur le rapport aux mouvements sociaux. J'aime pas ce truc où on se dit on n'a pas gagné. Je suis pas d'accord pour dire qu'on n'a pas gagné. On a gagné, les amis. Premièrement, tu as 19 ans, du coup, j'en ai 24. Donc, on est à peu près la même génération. Nous, on a vécu dans un monde, enfin moi en tout cas, j'ai commencé à militer dans un monde où je découvre la politique MeToo. C'est-à-dire, MeToo, d'accord, ok, on n'a pas encore aboli le patriarcat, mais il n'empêche que MeToo a eu un poids et une infusion dans la société qui, certes, n'a pas la victoire totale, mais on a gagné du terrain. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était énorme. Le mouvement climat, c'était énorme. La manif retraite, c'était énorme. Les révoltes dans les quartiers populaires, c'était énorme.
le fait qu'on ait réussi à faire en sorte que la gauche, sur la base d'un programme de rupture, sur la base d'un programme radical, réussisse à gagner les dernières élections législatives, c'était énorme. C'est qui le problème dans cette histoire ? C'est pas nous, c'est les adversaires en face. C'est qu'il y avait toujours eu un compromis dans cette histoire qui était de dire bon bah à partir du moment où vous réussissez à faire des manifestations saute-mouton toutes les semaines et puis que bon bah vous avez réussi à montrer tout le monde, bon bah en fait ils vont retirer la réforme. Oui, sauf que maintenant ça se passe plus comme ça. Normalement quand vous gagnez les élections, vous arrivez en tête, on est censé vous appeler à gouverner. Sauf que maintenant ça se passe plus comme ça. Quand vous avez, par exemple, toutes les mobilisations de masse qu'on a eues, normalement, les gouvernements reculaient. Alors, c'était un pas en avant, 3 pas en arrière, hein, on est d'accord. Mais déjà, à la base, il y avait toujours ce petit quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, alors qu'on est fort, alors qu'on est puissant, alors qu'on a gagné des batailles culturelles qui n'étaient pas évidentes, aujourd'hui, en face, ils ne cèdent pas. Ils sont complètement acculés. Et c'est pour ça que la période, elle est violente. Tu le disais. La France Insoumise, on n'est même pas au pouvoir. Regardez ce que vous êtes en train de vous prendre. Mais c'est parce que on est à ça de réussir à les avoir. Ils sont complètement acculés au point qu'aujourd'hui, ils font la fusion entre le centre et l'extrême droite. Et on l'avait dit, ça finira eux contre nous. Après, sur le fait qu'on ait besoin d'un rassemblement, on est totalement d'accord. Et pour le coup, nous, à travers le 22 mars, c'est ce qu'on avait essayé de faire. Alors, y a des initiatives qui sont posées par-ci, des initiatives qui sont posées par-là. Nous, on sera toujours unionistes pour 1000, à la condition que ce soit sur la base d'un programme de rupture. Vous avez entendu le vieux dire ça 1000 fois. Mais après, moi, dans ce que je crois, oui, l'ambiance, elle est démoralisante. Oui, c'est vrai, franchement, je vous jure, aller à l'Assemblée, c'est pas... en ce moment, c'est narcotrafic, quoi. Enfin... C'est ça. Et ensuite, après, quand c'est pas ça, c'est ensuite sur les logements sociaux, empêcher les gens d'être dans un logement social à vie. Et puis, enfin, à chaque fois, c'est du texte de droite, d'extrême droite, dans lequel vous changez rien, dans lequel il y a rien à essayer de choper là-bas. Mais par contre, dans tout ce qu'on a construit encore avant, je crois qu'il y a aujourd'hui une force et que cette force, elle a su s'imposer dans des élections, et de toute façon, elle devra s'imposer dans les futures élections qui arriveront. Mais je crois aussi que cette force, elle va sortir dans la rue. Et moi, c'est le pronostic que j'en fais, mais peut-être que je serai contredit. Moi, je trouve qu'il y a un air de mai 68 aujourd'hui. Et moi, je suis persuadé que c'est dès jeunesse que ces mobilisations vont sortir. Donc moi, à titre personnel, j'essaie de faire ce que je peux. Je fais des tournées dans des facs, je fais des TikTok et compagnie. Et chacun, petite main, petite main, petite main. Et puis, à un moment, on espère avoir l'événement fortuit qui nous permettra de faire la révolution citoyenne qu'on appelle de nos voeux. Voilà, je voulais juste quand même porter un message d'optimisme, parce qu'en réalité, si la situation elle est si démoralisante et si jamais ils sont si violents avec nous, c'est parce qu'en réalité, ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi fort. Et en vérité, ils sont tout aussi au pied du mur que nous. Donc, la lutte continue. Ouais, bon. T'es un peu dur quand même, mais viens, je veux dire, bien sûr, nous on est pour la révolution tout de suite, hein, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. On pousse, on se mobilise, on fait des actions, on manifeste, mais voilà, si c'était aussi simple que ça, pourquoi vous le faites pas maintenant ? Faut venir, faut se mobiliser tous les jours. Nous on mène cette bataille culturelle, on a des victoires, la 69, c'est presque gagné. Après, bon. Quand même, beaucoup de gens blessés, de gens de répression policière, de gens en prison. Enfin bon, voilà. Mais voilà, c'est une bataille de tous les jours. Il y a des militants qui s'en prennent plein la gueule. Donc on a besoin de force. On a besoin que vous veniez dans toutes nos mobilisations. Et c'est comme ça qu'on gagnera, parce que on est complémentaires. On vote pas forcément tous LFI, mais voilà, on est quand même complémentaires. Ou Révolution permanente. Hein, mais en tout cas, toutes ces luttes-là, ça va ensemble. C'est en tapant de tous les côtés qu'on y arrivera. Nous, c'est à ça qu'on croit. Nous, on aime les luttes concrètes. Donc voilà, ouais, s'il y a une manif, on vient, mais force est de constater que c'est pas tous les jours qu'il y a beaucoup de monde dans les manifs, quoi. Donc voilà, et on est pour le prochain mouvement de masse en tout cas. Vous avez pas l'air très convaincu. Mais non, mais bon, je vais dire très rapidement. Moi, j'avoue, je citerai pas Blum pour défendre la révolution, parce que c'est quand même quelqu'un qui a surtout montré au pouvoir qu'il était surtout plus pour la légalité que pour la révolution, et qui ensuite a expliqué que s'il avait lâché
les congés payés en 36, c'était pour éviter la révolution. C'est pour ça que je suis pas au Parti socialiste. Hein. Ouais. Mais non, mais ce que je sais bien. Non, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, je veux dire, il y a ce que je partage dans ce que dit Louis, c'est que on aurait tort d'être défaitiste. Et je pense que si la gauche a réussi à faire des scores honorables aux élections législatives, à arriver en tête, bien qu'elle n'ait pas eu la majorité absolue, pour moi, c'est globalement, ça exprime, c'est le produit des dernières années de lutte, d'une certaine radicalité qui existe dans la jeunesse, dans des secteurs du monde du travail, etc. Et c'est je veux dire, ces luttes-là, ces expressions-là, les différents combats que tu mentionnais, c'est évidemment un motif d'espoir. Et en même temps, pour aller dans le sens de ce que disent les camarades, je pense qu'eux-mêmes ne pensent pas qu'il faut, j'espère, sortir maintenant et faire la révolution, parce que je veux dire, c'est pas aux révolutionnaires d'impulser la révolution. Ils font que essayer de se saisir du mouvement de masse, de lui proposer les perspectives adéquates et de mettre en place un certain nombre de cadres qui lui permettent d'aller jusqu'au bout et d'éviter d'être canalisé soit dans des voies institutionnelles, et ça c'est la différence que j'aurai avec Louis Boyard, soit d'être écrasé dans le sang. Mais en tout cas, moi, j'en reviens un petit peu à ce que je disais avant. J'ai l'impression que il y a une bataille à mener contre la politique des bureaucraties syndicales. En préparant ce débat, je me rappelais que, je ne sais pas si vous savez, mais Bolloré, le gardien de sa maison qui fait aussi jardinier, c'est l'ancien délégué syndical de la première usine de son père en Bretagne. Et on le voit dans un documentaire qui explique, en fait, ils ont licencié, il est arrivé, il a fait un plan de licenciement. Et le délégué syndical de l'époque, il l'a embauché comme gardien et comme jardinier. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des dirigeants syndicaux qui sont très très loin de la base et dont la vocation semble être plutôt de devenir les jardiniers de l'Élysée plutôt que de préparer le combat. Mais il y a aussi énormément de gens qui dénoncent, je ne sais pas moi, par exemple le conclave sur les retraites, qui sont conscients qu'il va falloir préparer des grèves si on veut, imposer un rapport de force. Et donc moi je pense qu'il faut préparer ça, il faut construire des syndicats, il faut mener des batailles à l'intérieur des organisations syndicales, construire des collectifs dans les facs, il faut créer des leviers de pouvoir pour se préparer au futur mouvement, pour mener les luttes d'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est par là qu'on a peut-être eu une chance de transformer radicalement la société, parce que malheureusement, je partage l'optimisme de Louis sur le fait qu'il y a énormément de choses progressistes dans la société. Je partage moins celui qui considère que les décrets dans le tiroir pourraient permettre de changer radicalement nos vies, nos conditions d'existence, tant qu'on a des adversaires qui ont la main sur l'ensemble des leviers du pouvoir, comme je le disais avant. Et je m'arrête là, même si c'est un débat intéressant et voilà. Bon, qui déborde largement la question des médias, comme quoi le pari de se saisir de Bolloré comme un tremplin pour discuter d'autres choses est réussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous surtout d'être là. Pour ceux qui n'ont pas envie de déprimer, non seulement vous pouvez acheter des livres ou des revues, mais vous pouvez aussi aller voir les tables des organisations qui sont là ce soir. Donc voilà, ou rester aussi boire un coup, parce que c'est aussi la joie qui compte. Bref. Ok, non mais pas forcément d'alcool. Très bien, merci encore à tous et à toutes, et merci à la Flèche d'Or, beaucoup. C'est aussi hyper important dans la bataille culturelle d'avoir des lieux comme ça. Donc merci et à bientôt pour d'autres événements comme ça. Et manif le 22 mars, on n'en a pas parlé encore, mais il y a la manif contre les idées d'extrême droite et le racisme dès le 22 dans la rue.